3, 2, 1... Eh ben coucou, me revoilà. Qui est-ce qui revient vous voir et qui remonte sa tronche en ce jeudi matin pour partir en Hot React? C'est bien moi. Ouais, alors du coup ce matin je me suis levé à 7h après 2 heures de sommeil. J'ai publié ma vidéo sur KD au Suns. J'ai pris le temps de boire un café, d'enfiler un t-shirt aussi parce que mon Marcel était bien dégueulasse et je me suis remis au travail. Parce que ouais, je n'allais pas vous laisser sans vous parler du trade qui a eu lieu hier soir, enfin cette nuit, entre les Wolves, les Lakers et le Jazz. Donc c'est une journée intense, hein, on va pas parler non plus des Knicks qui ont récupéré Josh Hart aujourd'hui, ou encore des Raptors qui ont récupéré Paul Tull, tout ça on l'abordera demain je pense, quand on verra les grands gagnants de la trade deadline. Non, aujourd'hui on reste sur 2 vidéos, et c'est déjà beaucoup pour se concentrer sur les 2 plus gros deals. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Ce gros trade représente-t-il un tournant pour les Lakers et pour Russell Westbrook, et qu'implique-t-il du côté des Wolves et du Jazz? Et ouais, le transfert de Kevin Durant aux Suns, ça n'a pas été la seule dinguerie de la nuit, parce que quelques heures avant que je me couche, alors que j'étais devant le match entre les Sixers et les Celtics, déjà on a appris une grosse bombe, un gros trade à 3 équipes entre les Lakers, le Jazz et les Wolves, qui impliquait en plus de ça 3 All-Stars, enfin en tout cas 3 anciens All-Stars, Russell Westbrook, Mike Conley et D'Angelo Russell. De très gros noms donc, et je pense que ça peut être intéressant vraiment d'étudier ce que ça va donner, team by team, mais surtout aussi insister ce que ça peut donner chez les Lakers. Moi ça me semble vraiment intéressant de se pencher là-dessus, et ce que ça peut impliquer aussi sur la suite de la carrière de Russell Westbrook, qui, on va pas le cacher, est quand même compliqué depuis quelques saisons. Parce que ouais, c'est vrai, les Lakers, ils ont pas eu Kyrie Irving, qui a fait un super premier match hier avec les Mavs, même si les transferts de la nuit l'ont un petit peu mis dans l'ombre. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont restés inactifs, ils ont bien bougé, et ils ont fait venir tout un tas de petites pièces intéressantes et complémentaires potentiellement avec l'effectif qui est déjà en place. Mais avant de parler de ça, avant de parler des Lakers, avant d'évoquer tout ce que je vous ai promis, on va quand même parler d'Utah. Bon, je vous ai mis Westbrook là sur le visuel, mais quand même, pour moi, à mon sens, il y a aucune chance qu'il joue là-bas. Chez le Jazz maintenant, de toute façon, on veut tanker, on veut chuter dans les classements, faire la pire saison possible et maximiser les chances d'obtenir un très bon tour de draft là au mois de juin. Westbrook, on s'en rend compte, là où il en est dans sa carrière, il rentre absolument pas dans ses plans. Je m'attends donc à un buyout qui devrait arriver très vite, c'est pressenti, et on l'a entendu, là, Woj qui disait ça, les Clippers seraient d'ailleurs déjà sur le coup. Donc tout ça, on l'évoquera juste après, parce que mine de rien, moi je pense que ça peut être intéressant, ça lui permettrait de choisir sa team, et ça peut impliquer beaucoup de choses pour lui, pour la suite de sa carrière. Par contre, oui, ça y est, là, à Utah, malgré le bon début de saison surprise et les grosses perfs individuelles de Mark Cannon, on sort le gros tank, et Danny Ainge file tout droit vers une immense reconstruction. Déjà, en récupérant Russell Westbrook, qui sera free agent en fin de saison, qu'il soit coupé ou non, ça fera 60 millions de cap space à dépenser cet été. Ça, c'est un truc de grand malade. Et même si c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'énormes noms sur le marché cet été, ben t'es pas obligé non plus de signer des contrats longue durée sur 5 ans au maximum tout de suite. Non, tu peux aussi prendre des vétérans à courte durée pour essayer d'entourer les jeunes, les aider à prendre le temps de se développer, prendre des mentors, et des mecs comme Walker Kessler, comme Ochai Agbaji, je pense qu'ils pourront en profiter, et ça permettra de voir aussi ce que tu peux construire autour de Mark Cannon pour ensuite, pourquoi pas, dépenser tes 60 millions plus tard en signant des contrats courts. Là, le truc que je retiens surtout au Jazz avec Danny Ainge, c'est que oui, il perd des joueurs de qualité comme Nickeil Alexander-Walker, Jared Vanderbilt, Mike Conley et Malik Beasley, ça fait beaucoup, mais en contrepartie, comme on l'a dit, il libère des tonnes et des tonnes de fric, ça c'est parfait pour une reconstruction, mais en plus de ça, il récupère à nouveau des pics, celui des Lakers en 2027, qui pourrait être très haut placé dans la période post-LeBron, et qui surtout va s'accumuler avec tous les autres. Là, le Jazz, c'est simple, jusqu'en 2029, ils vont avoir 15 first round qui sont pas protégés ou alors peu protégés. C'est quand même un truc de fou, et même si évidemment ils seront pas tous utilisés pour drafter, mais ça peut faire aussi de très bons assets, de très bons atouts pour mettre en place des trades et construire selon tes besoins. Si on ajoute à ça ce cap space qui permet d'absorber des contrats et de encore récupérer des choix de draft, là ouais, franchement t'as de très bonnes bases pour reconstruire, parce que ouais, ok, tu vas prendre un contrat boulet de 2 ans qui va handicaper une autre équipe, mais toi tu t'en fous, de toute façon tu cherches pas à gagner tout de suite. Donc ok, tu fais ça, tu récupères encore un tour de draft, et celui-là, il te servira à transférer plus tard pour entourer les cadres que tu auras choisis, ou alors à drafter un super joueur. C'est cool, surtout quand on sait comment Danny Ainge, il aime fabriquer des choses à partir du marché des transferts et à partir de la draft. Il est très bon pour ça, et franchement, avec ses mains, il peut faire d'énormes choses. C'est comme si tu jouais au poker, au Texas Hold'em,
et au lieu des 2 cartes habituelles, tu lui en donnais 3 à Danny Ainge, et ça je suis persuadé qu'il saura en faire bon usage. Alors oui, il faudra être patient à Salt Lake City, voir ce que ça donne dans le futur, mais j'apprécie. Une reconstruction, si tu la fais qu'à moitié, ça sert à rien. Si c'est fait pour faire des premiers tours tous les ans, comme ils auraient pu le faire cette année en l'état, bah tu restes dans le ventre mou et tu avances pas. Là, le Jazz va au bout de ses idées, et je trouve ça cohérent. Ok, tu perds des joueurs de qualité, mais de toute façon, ils t'auraient pas servi, vu que ton but c'est pas de gagner. Et ouais, donc là maintenant on s'y attend, c'est full tanking à Utah, et si ça permet de récupérer des mecs comme Victor Wembanyama ou Scoot Henderson, eh bien attention, en plus de ça, cette reconstruction elle pourrait aller bien plus vite que prévu, avec en plus de ça, on le répétera jamais assez, mais tout plein d'assets pour entourer ta future star, que ce soit via la draft ou que ce soit via des trades, donc c'est cool. Maintenant, ok, c'est vrai, pour le présent c'est catastrophique, pour cette saison en cours c'est catastrophique, mais on n'attendait pas grand chose de cette équipe de Utah, surtout que bah là on récupère aussi Juan Toscano Anderson et Damian Jones, qui sont des pièces qui sont complètement anecdotiques dans cette histoire, mais pour l'avenir, en fonction de ce que ça donne, en fonction de la patience qu'il y aura, ça peut être un move super intéressant, je trouve, pour la franchise de Salt Lake City, qui au moins, et c'est respectable, va au bout de ses idées. Mais du coup, vu qu'il est sur le visuel, il faut en parler, je vous l'avais promis en début de vidéo, qu'est-ce que ça donne pour Russell Westbrook? Qu'est-ce que ça implique ce transfert? Et bien comme je disais, pour moi déjà, il n'y a aucune chance ou presque qu'il joue à Utah, surtout quand on connaît son historique avec les fans de Salt Lake City. Alors je me trompe peut-être, mais je verrai pas du tout l'intérêt pour lui. Là, pour lui, l'idée c'est plutôt d'être buyout, de trouver une team qui lui convient, là où il pourra redorer son blason, redevenir le Russ qu'on connaît, le Russell Westbrook qui a été énorme avant d'arriver aux Lakers. Même à Washington, il avait montré de très bonnes choses. Ok, il a toujours pas de shoot, ok, il commet toujours beaucoup de déchets, mais c'est quand même un mec qui joue avec un volume de jeu incroyable dans tous les secteurs et qui t'apporte une certaine dynamique qui peut être intéressante. Honnêtement, je l'en sens capable de revenir ce mec-là, je le sentais un petit peu prisonnier chez les Lakers, obligé un peu d'évoluer en sortie de banc parce que le fit avec LeBron était complètement mauvais, il était en 6ème homme. Maintenant, est-ce que les Clippers c'est la meilleure idée du monde? Je sais pas, je suis pas non plus totalement convaincu pour être honnête, mais pourquoi pas au final? Il y a sûrement besoin d'un meneur, vu que Reggie Jackson déçoit un peu, et que John Wall est souvent blessé, donc oui, Russell Westbrook c'est peut-être pas le meneur idéal dans une équipe comme les Clippers, je chercherais peut-être quelqu'un de plus playmaker, mais ouais, mais franchement, si tu l'as au minimum, parce qu'il va continuer à toucher le contrat qu'il aurait dû toucher au Jazz, donc il peut accepter, en tout cas pour cette fin de saison, de signer au minimum, mais tu tentes le coup, et au pire ça foire, et si ça foire, tu risques rien, tu le laisses sur le banc, et puis voilà. Parce qu'en vrai, c'est ça, un trio Kawhi Leonard, Paul George, Russell Westbrook, c'est pas foufou au niveau fit, mais qui sait? Si ça apporte un peu de hargne et de compétitivité à ces Clippers, qui déjà tournent bien en ce moment, mais ça peut ajouter quand même quelque chose en plus, why not? Il faudrait juste pas que ça enraye la bonne dynamique qui est déjà en place actuellement, et ça c'est peut-être un petit peu le risque avec un Russell Westbrook qui a quand même besoin du ballon, et qui justement pourrait changer beaucoup de choses dans l'équilibre qui est en train de se construire du côté des Clips. Maintenant, il y a des choses qui peuvent limiter ça, on se rappelle que Russ et Paul George ont joué ensemble quand ils étaient au OKC, et même si Lillard les a tués au premier tour, en saison régulière, leur duo c'était pas trop mal entendu, avec un Paul George qui avait fini dans les candidats au MVP. Perso, donc je suis pas forcément un très grand fan de cette potentielle arrivée aux Clippers, mais je déteste pas, et en tout cas, quoi qu'il arrive, le fit sera beaucoup mieux que celui que Russell Westbrook avait aux Lakers. Maintenant, il y a d'autres équipes qui pourraient tenter de le choper pour pas cher, de toute façon au minimum, toujours après un buyout. Là, je pense potentiellement à certains contenders, même si c'est pas sûr les contenders, parce qu'ils voudraient pas non plus rompre l'équilibre qu'il y a déjà en place. Je vois pas trop une équipe comme Boston ou comme Milwaukee qui tourne bien essayer de choper un Westbrook. Par contre, des teams qu'on attendait plus haut, je pense aux Bulls par exemple, ou qui font des bonnes saisons surprises, qui voudraient relever la tête et qui voudraient essayer d'accéder plus haut et peut-être tout donner pour se donner une chance d'arriver en playoff, pourquoi pas tenter un coup avec Russell Westbrook. Bien sûr, ce sera risqué pour l'alchimie du groupe d'y ajouter un Russ, parce qu'il peut prendre de mauvaises décisions dans le money time, il a besoin du ballon, ça c'est ce que je disais aussi, mais quand même, tu ajoutes un compétiteur qui va rajouter de l'énergie, et au final t'as rien à perdre. De toute façon, si ton équipe était décevante depuis le début de la saison, t'en attendais plus rien de cette saison, donc là tu tentes le tout pour le tout avec un Westbrook. Si ça marche pas, de toute façon c'était prévu, et si ça marche avec un Russell Westbrook qui donnerait tout dans un rôle comme il avait un petit peu à Washington, c'est jackpot pour ça. Puis au final, ce qui rassure aussi, c'est que c'est lui qui à la fin choisira sa destination, parce que à moins qu'il passe par les waivers, mais à mon avis il attendra, et il aura sûrement discuté de son rôle au préalable, ça voudra dire qu'il l'accepte. S'il veut absolument être titulaire, il discutera avec cette team qui l'accueillera après son buyout, et il le négociera son rôle de titulaire. Et si l'équipe tient sa promesse, il n'y a pas de raison, à partir du moment où elle signe Russell Westbrook, moi je peux m'attendre à ce qu'il essaye de tout donner, qu'il mette ses tripes sur le parquet, et ça peut faire du bien justement à une
de ces équipes qui actuellement est dans le ventre mou de la NBA. Pour moi donc ce trade c'est une bonne chose pour lui, parce que du coup il aura potentiellement l'occasion de se refaire un nom, une image, dans des conditions qui lui conviennent mieux et qu'il acceptera en amont. Par contre, attention quand même, et ça c'est le gros bémol, s'il se foire, il sera free agent cet été, je connais pas ses prétentions salariales, mais ça m'étonnerait qu'il veuille bien continuer au minimum, et ça, ça pourrait faire qu'il aura du mal à trouver une team sur le marché des free agents, et ce serait quand même triste pour le MVP 2017 de voir qu'il se retrouve sans contrat à l'issue de la free agency l'été prochain. Donc attention, si Westbrook se foire, ça peut être compliqué la suite de sa carrière, c'est peut-être un peu maintenant qu'il joue tout. Ça c'est mon avis sur Russell Westbrook. Bien sûr on va parler des Lakers, je les garde pour la fin parce que parmi les équipes impliquées je pense que c'est celle qui a la plus grosse fanbase, mais avant ça il faut absolument, c'est essentiel, qu'on dise également un mot sur les Wolves qui je pense aussi ont fait une bonne affaire hier soir. Eux ils récupèrent Mike Conley qui désormais a 35 ans et qui ok est un petit peu en perte de vitesse, c'est plus le monstre défensif qu'il était à Memphis, mais quand même ça reste un joueur sûr et sérieux des deux côtés du terrain qui peut toujours rendre un minimum de service en défense, qui peut mettre quelques points et surtout qui peut assurer dans le playmaking parce qu'on le voit, il tourne quand même à quasiment 8 passes décisives par match cette saison et c'est plutôt remarquable. Et ça justement, ce genre de profil, est-ce que c'est pas exactement ce que les Wolves étaient en train de rechercher? Ok, tu perds en jeunesse, même s'il est plus non plus tout jeune D'Angelo Russell, tu perds en scoring aussi en le laissant partir, mais ça on s'en fout parce que la jeunesse, le scoring et l'énergie, tu l'as déjà sur le backcourt avec Anthony Edwards, c'est lui qui l'apporte, et à côté de lui, moi je pense qu'il vaut mieux un autre profil qu'un autre profil de scoreur, il vaut mieux quelqu'un qui porte moins la balle, comme Conley, un mec qui défend un petit peu mieux, comme Conley, un joueur sérieux, un bon playmaker, un mec qui justement a de l'expérience aussi pour jouer avec la jeunesse d'Anthony Edwards, et clairement Mike Conley c'est tout à fait ce genre de gars, et je trouve ça cool. Moi je trouve que la perte de Beverley l'année dernière, l'été dernier, elle a fait du mal en fait, parce qu'il apportait de l'énergie défensive sur le backcourt, et je pense qu'on a un petit peu sous-estimé ça. Et si la greffe Rudy Gobert n'a peut-être pas encore vraiment pris, c'est aussi parce que ça défendait pas assez ailleurs, le premier rideau était complètement ouvert, Gobert devait attendre tout seul dans la peinture, un peu comme c'était le cas à Utah, et là il se retrouvait en difficulté. Bon, je sais, parmi ces arrières qui fermaient pas à Utah, il y avait Mike Conley, mais pour moi le problème venait plus quand même de l'entente Donovan Mitchell-Rudy Gobert que de l'entente Mike Conley-Rudy Gobert. Donc ça je m'en fais pas, moi ça va le faire je pense. Parce que Conley, quoi qu'il arrive, il fit mieux que Russell à Minnesota. Et en plus de ça, Russell il déçoit depuis plusieurs saisons. Ça c'est un vrai fait. Il faut juste qu'à son âge, Mike Conley il reste en bonne santé. Lui qui, il faut le dire, a quand même pris la fâcheuse habitude de se péter pas mal de fois et de rater pas mal de matchs saison après saison. Maintenant c'est sûr, c'est pas un créateur de tir comme D'Angelo Russell l'est ou comme il l'a été par le passé. Mais il en a pas besoin. Et justement, il va apporter d'autres choses. Il peut briller en catch and shoot, il peut jouer off-ball. Lui, il a fait 2 saisons quand même à plus de 40% à 3 points avant de baisser un peu, mais il est toujours à plus de 36% de loin. Il a pas besoin de porter trop la balle comme je disais, il peut se démarquer, courir à travers les écrans pendant que Edwards va créer, et ça c'est plutôt bien à Minnesota, et en plus de ça, vu qu'il connaît parfaitement Gobert, cette relation peut l'aider, et ça peut lui permettre de s'adapter encore plus vite à sa nouvelle équipe. On va ajouter à ça un Nickel Alexander Walker qui pourra potentiellement rendre des services sur le banc de Minnesota, quelques seconds tours de draft, c'est pas ouf, mais ça permet de penser un minimum à l'avenir, ou d'être ajouté dans un futur trade, et je pense que oui, les Wolves ressortent plus forts après ce trade, en perdant quasiment seulement D'Angelo Russell, qui décevait fort, et qui en plus de ça aurait pu partir sans contrepartie cet été. Donc ce que tu récupères là contre D'Angelo Russell qui aurait pu se barrer pour rien, c'est cool. Faudra juste espérer que Karl Anthony Towns il accepte ça, parce qu'on le sait, il était très pote avec D'Lo. Peut-être qu'il aura du mal à le digérer au début, mais ça, j'ai pas de doute. Le Towns, le 4, il va comprendre que si Conley fit mieux et permet à son équipe, justement, de mieux fonctionner, d'avoir des vraies ambitions et de relever la tête dans la deuxième partie de saison quand lui, il reviendra de sa blessure, bien sûr qu'il acceptera le départ de D'Lo. Et justement, D'Lo, qui va arriver aux Lakers, on va en parler de cette équipe, parce que, encore une fois, ces Lakers, ils ont beaucoup bougé. Et après avoir fait venir Hachimura il y a une dizaine de jours, ils ont tradé Russ et un pick pour faire revenir, justement, D'Angelo Russell, mais aussi tout plein de petits ajouts intéressants dont on parlera après. Et là, mine de rien, directement, moi j'ai l'impression que D'Lo, aux Lakers, ça semble être un meilleur fit que Russell Westbrook. Même si c'est vrai qu'il défend que peu, et que je pense pas qu'il retrouvera le niveau qu'il avait aux Nets, là on s'en rappelle quand il avait été All-Star en mode Ice in my veins, mais je pense que le scoring et le playmaking qu'il peut apporter offensivement, à côté de gars comme LeBron et AD, ça peut être intéressant. Là, de toute façon, il faut s'en rendre compte, la situation de Westbrook, elle était en train de tourner au drama. Il était en train de se prendre la tête avec Darvin Ham, et même s'il semblait avoir accepté un petit peu son rôle de 6e homme, au mois de décembre, ça s'est dégradé un petit peu, il avait plus le même impact, il montrait pas son meilleur visage, au moins ça y est, tu tournes une page et tu fais venir un meneur qui a des failles certes, avec D'Angelo Russell, mais qui connaît la maison, qui a quand même de bonnes qualités et qui pourrait lui aussi, après un passage compliqué, se relancer au minimum dans une autre équipe. Le problème avec D'Lo, c'est que même si à première vue ses stats sont corrects, son impact en fait, en termes de net rating quand il était sur le terrain, était négatif. Et ça, on va pas le cacher, ça peut être inquiétant chez les Lakers et ça pourrait être un flop de plus. Moi j'ai peur de ça, ils ont pas besoin de ça, mais bon, ça c'est quand même la version
version pessimiste des choses et j'essaye de ne pas trop l'être, même si je suis conscient que ça peut arriver. Maintenant, je dis pas que ça va marcher à coup sûr, hein, la grève d'Angelo Russell, loin de là, j'y crois pas non plus de ouf. N'empêche qu'avec un gars comme LeBron, un D'Angelo Russell, il sera moins amené à porter la balle, il aura moins de responsabilité à la création, et finalement, il peut aussi apporter, parce qu'il sait jouer off-ball un minimum, il peut jouer comme un catch and shooter, il a une bonne mécanique, et bien sûr qu'il pourra créer s'il y a besoin, mais il peut aussi tirer à 39% à 3 points, et rien que ça, ce sera mieux qu'un Russell Westbrook qui lui était incapable de jouer ce rôle, qui envoyait pas mal de briques mine de rien à 3 points, surtout quand on sait que ouais, il faut des shooters pour entourer des joueurs comme LeBron James et comme Anthony Davis. Puis même si je pense que Russell il startera, je me dis que ça ne fera pas de mal aussi de le voir jouer un peu parmi la seconde unit, parce qu'elle va manquer de scoring et de création, et D'Lo il peut s'épanouir dans ce rôle-là, jouer off-ball avec les titulaires, jouer en tant que meneur avec la seconde unit, créer pour lui et pour les autres, ça peut lui permettre de se refaire une bonne image, et ça ce sera important s'il veut toucher un beau chèque, parce que lui aussi sera free agent l'an prochain. On avait un Darvin Ham qui avait réussi à trouver un moyen quand même de minimiser l'impact négatif que pouvait avoir le jeu de Westbrook, donc même si je dis que c'est pas gagné, qu'il faudra peut-être du temps, mais peut-être que je peux lui faire confiance pour réussir à tailler aussi un costume sur mesure à Russell, pour essayer de capitaliser au maximum sur ses qualités, et essayer de cacher au maximum ses faiblesses. N'empêche que ça, Russell, on en a beaucoup parlé, mais moi ce qui m'intéresse le plus, ou au moins tout autant, dans ce deal avec les Lakers, ce sont les pièces qui arrivent avec lui, et qui correspondent exactement à ce dont a besoin la franchise californienne, moi je trouve. À Los Angeles, de toute façon, il fallait de la profondeur, il fallait des role players de qualité, il fallait équilibrer la team aussi, où il y avait beaucoup de meneurs, quelques intérieurs, et pas beaucoup d'extérieurs. Donc là, l'essentiel pour moi, c'était de ramener des mecs qui pouvaient scorer et défendre sur les postes 2, 3 et 4. Déjà, j'en avais parlé dans la vidéo que j'avais faite à ce moment-là, mais l'arrivée d'Hachimura, elle rentrait totalement dans cette optique. Et là, en plus de Russell, il y a d'autres mecs qui arrivent, comme Malik Beasley, qui peut être un mec qui prend feu, une espèce de pétard ambulant, un vrai dynamiteur, et je trouve qu'avec lui, les Lakers chopent vraiment une option intéressante sur le poste 2, que ce soit en tant que starter ou en sortie de banc, il peut faire les choses, il peut faire les deux, et cette saison, il tourne quand même à plus de 13 points en 26 minutes, c'est plutôt bien, et ça apporte une nouvelle option offensive à cette équipe de LA. Quand on sait que chez ces Lakers, le souci, c'est que beaucoup de choses quand même au scoring reposaient sur les épaules de LeBron et de AD, là, avec Hachimura, puis maintenant Russell et Beasley, le danger, il peut venir de beaucoup plus d'endroits, et c'est forcément intéressant. Et si on ajoute à tout ça l'arrivée de Jared Vanderbilt, qui était très désiré, là, avant sa deadline, et que je trouve parfaite, parce que le mec peut vraiment être un ciment défensif, hein, il l'avait montré à Minnesota, et un petit peu aussi à Utah, et Dieu sait que les Lakers ont besoin d'une espèce de ciment défensif, un mec sur lequel s'appuyer, et moi je me dis, sa potentielle association avec Davis dans la raquette, il peut aussi très bien jouer avec LeBron, comme mec de l'ombre, qui va faire le sale boulot, qui va faire toutes les petites choses, ben tout ça, ça peut faire du mal aux attaques adverses. Franchement, la raquette, elle peut être fermée, hein, avec un Jared Vanderbilt et un AD. C'est un mec qui peut switcher partout, vraiment, qui peut soulager Davis, et à LA, moi je pense qu'il manquait définitivement un joueur comme ça, pour donner un petit peu de puissance à cette défense, et de polyvalence aussi. Donc au final, vous l'avez compris, moi je suis pas forcément totalement convaincu par l'arrivée de D'Angelo Russell, mais je trouve quand même que malgré ça, on a des Lakers qui progressent avec les arrivées de Vanderbilt et de Beasley. Avec eux, ils ajoutent énormément de profondeur, ils ajoutent de l'énergie aussi, notamment Vanderbilt, mais même Beasley, hein, c'est deux joueurs qui, quand ils sont sur le terrain, ils donnent tout, et en plus de ça, ils vont très bien en apportant des profils différents de celui d'Hachimura, qui lui aussi a été recruté il y a pas longtemps. Est-ce que maintenant, ça peut aller au titre, ces Lakers? Bon, non, je vais pas non plus m'enflammer, même si c'est un hot react, on va pas le cacher, ça va être chaud. N'empêche que pour accéder aux playoffs, désormais, je trouve que cette team, elle est beaucoup mieux armée pour faire une potentielle remontada, avec un effectif qui est plus complet, qui est plus équilibré, et rien que ça, eh ben c'est pas mal de faire ça avant la deadline. Après, il faut en être conscient, hein, avec Russell qui est free agent à la fin de la saison, c'est un peu un one shot, mais au moins tu prends pas trop de risques avec lui. Si ça fit pas, tu le laisses partir, et avec son contrat expirant, tu recrutes. Si ça fonctionne, tu vois ce que tu peux négocier avec lui pour le futur. T'as pas grand chose à perdre finalement, quand on voit que les Lakers, ben, pour l'avoir, et pour aussi avoir des joueurs de qualité comme Vanderbilt et Beasley, ils ont lâché que Westbrook, dont le fit allait pas, et un pic qui aura lieu qu'en 2027. Parce que oui, bien sûr que là, avec un LeBron James qui approche vers la fin de carrière, l'objectif chez les Lakers, c'est le win now. Alors ce pic 2027, c'est normal d'avoir fait une croix dessus. Donc maintenant, l'objectif pour eux, elle est claire. C'est d'abord la qualification en playoff, avec si possible un bon seed. Et ça, vraiment, moi je pense que vu l'effectif qui est en place, j'assure pas que ça va avoir lieu. Par contre, j'assure qu'au moins sur le papier, cette équipe en a la capacité. Il y a suffisamment de talent et de profondeur dans ce roster pour ça. Et donc si à ce moment-là, si au moment des playoffs, tout le monde arrive en bonne santé, et ben courage à leurs adversaires quand même, hein. Ce sera pas une partie de plaisir d'affronter LeBron, AD, D'Lo et tous les autres, hein, tous ces role players qui vont essayer de fitter au mieux avec ce trio sur une série de 7 matchs, avec un King qui maintenant est devenu le meilleur scoreur all-time, qui pourrait mettre un point d'honneur à faire le maximum pour ses playoffs s'il sent qu'il a un shot pour essayer de terminer cette saison avec une énorme cerise sur le gâteau. Moi je me dis il va être déterminé, et avec cette détermination-là, autant j'ai quand même du mal à dire qu'ils font partie des favoris pour le titre, ces Lakers, j'ai du mal à les considérer comme un vrai outsider, mais j'en fais, et ça je vais conclure là-dessus, j'en fais au moins un contender, et une fois que les playoffs vont arriver, qui sait, avec un mec comme LeBron, tout est possible, donc
on verra très bien ce qui peut se passer. Voilà pour ce qui est de ce gros trade entre le Jazz, les Wolves et les Lakers, voilà pour ce qui est de ce nouvel Hot React. Bon, vous en pensez quoi, vous, dans ces trois équipes, laquelle est gagnante, laquelle est perdante? Est-ce que vous pensez qu'elles ont bien fait de bouger comme ça, ou alors vous pensez que certaines ont encore fait n'importe quoi? Dites-moi tout ça dans tous les commentaires, c'est super intéressant de voir qu'il y a des avis divergents à chaque fois, mais qui souvent sont bien argumentés, donc c'est cool, n'hésitez pas. Je vous le dis aussi, tant qu'à faire, samedi, il y aura probablement pas de vidéo. Par contre, demain, je vais essayer, je pense, de faire une espèce de réaction à chaud pour savoir quels sont les grands gagnants et les grands perdants de la trade deadline, ça compensera. Donc retenez bien ça, et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces vers le haut et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le référencement et le watch time sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee, vous êtes le sang. Alors si vous aussi vous voulez rejoindre cette team en or, vous savez quoi faire, toutes les infos seront dans la description. A très vite.